Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous présente ma deuxième vidéo sur le thème du traumatisme psychique, comment comprendre le traumatisme psychique. On a vu ensemble qu'un traumatisme provoquait une sidération des fonctions cérébrales et ce qui entraînait un état dissociatif. Donc quand on pense dissociation, on pense qu'il y a donc quelque chose qui devait être associé, qui se retrouve dissocié. Et de mon point de vue, il y a effectivement sur le plan psychique une part de nous-mêmes qui se retrouve comme en exil. Et donc je vais définir tout ça au cours de la vidéo, qui va être certainement assez longue parce que je vais essayer d'aller en profondeur. Je vais aussi donner pas mal d'exemples issus de ma pratique, dont je vais me servir pour étayer mes propos sur la dissociation et sur comment la dissociation concrètement se met en acte, et aussi comment la guérison, donc la sortie de l'état dissociatif, donc la réintégration des parts exilées de nous-mêmes, est possible et comment ça se passe quand elle a lieu. Ferenczi, qui était un contemporain de Freud, qui a été un disciple de Freud, il a bien remarqué qu'il y avait un clivage lors d'un trauma. Alors lui, au lieu d'utiliser le terme de dissociation, il utilise le terme de clivage. C'est-à-dire que l'individu se dissocie pour survivre et traiter plus tard, ou pas, le traumatisme. Donc Sándor Ferenczi, il a théorisé le couple trauma-clivage. C'est-à-dire que dans sa vision, à partir du moment où il y a trauma, il y a un clivage. Le clivage entraîne une évacuation, expulsion, extrojection d'une partie du moi. Cette partie du moi laissée vide est remplacée par une identification à l'agresseur. Alors pour moi, ça c'est absolument fondamental. À partir du moment où il y a dissociation, il faut imaginer qu'il y a un esprit qui est complet, intégré, et il va se passer un événement qui va percuter cette structure psychique, et donc il va y avoir une dissociation. Il va y avoir une partie de cet esprit qui va se retrouver comme dissociée du reste, la partie de cet esprit qui a vécu ce traumatisme. Mais dans ce vide, que va-t-il se passer? Dans ce vide qui est laissé par l'exil d'une part de nous-mêmes, il va y avoir une identification au traumatisme. Et Ferenczi, il appelle ça le phénomène d'introjection. C'est-à-dire que nous allons intégrer le traumatisme, il va devenir comme une part de nous-mêmes, ce qu'on appelle, et la personne va être comme possédée, hantée par l'événement traumatique. J'ajouterai que cette partie du moi qui se trouve entre guillemets laissée vide et qui est remplacée par le traumatisme, par l'agresseur, elle ne disparaît pas. Elle devient ce que j'appelle un exilé psychique. Ce vécu dissocié, c'est un être à part entière. C'est l'être que nous étions au moment du traumatisme. C'est l'exilé psychique, et comme un petit poussé, il a laissé derrière lui des cailloux pour qu'on puisse le retrouver. Ces cailloux sont les symptômes. Les symptômes sont toujours signifiants et montrent le chemin de la guérison. En fait, l'expression symptomatique, à mon sens, c'est l'appel au secours de l'exilé psychique qui s'est fait voler sa maison, quelque part, par le traumatisme, et qui va essayer, par des moyens détournés que sont les symptômes, de revenir dans sa maison. Le symptôme est comme un iceberg, la partie émergente d'un conflit inconscient. Il nous mène à une part exilée de nous-mêmes, que nous avons besoin d'intégrer. Le symptôme est un allié à entendre et non un ennemi à combattre. J'aime beaucoup Ferenczi, il a été surnommé l'enfant terrible de la psychanalyse parce qu'il a toujours défendu une clinique où la causalité était axée sur le traumatisme. Et moi je suis complètement partisan de ça. Ce qui lui a valu d'être censuré et raillé par Freud et par tout le cercle des psychanalystes de Vienne. À l'époque, il y avait une bande qui était principalement construite autour de Freud, qui ont créé la psychanalyse et qui faisaient des explorations autour de la psychanalyse. Et il y avait plusieurs thèses donc, qui étaient avancées par les différents intellectuels, qui étaient pour la plupart des médecins, de ce groupe, de cette bande. Et Ferenczi, lui, il a défendu en gros une vision axée sur le traumatisme. En gros, lui, il partait du principe que s'il y avait symptômes, il y avait traumatisme. Et il s'est fait combattre par Freud, et comme Freud c'était le chef en place, il s'est un peu fait railler et conspuer par tout le monde. Sauf qu'aujourd'hui, les visions de Ferenczi sont quand même validées par les faits,
Et on a beaucoup d'avancées dans les thérapies brèves et aussi en neurologie qui tendent à prouver ce qu'avançait Ferenczi. Et d'ailleurs, Freud, au début de son travail, il avait énoncé la théorie de la séduction, où il partait du principe que les symptômes qu'avaient les hystériques, ça venait d'abus sexuels, donc ça venait de faits. Et après, il a reculé. Alors, il a reculé pour diverses raisons, dont on ne parlera pas ici. Mais en gros, Freud, au début, il a eu une théorie qui était vraiment, il était dans le futur, c'est-à-dire qu'il a commencé à comprendre que toutes ces femmes qui vivaient des problématiques hystériques, elles exprimaient en fait par des symptômes un traumatisme d'abus sexuel. Il a commencé à comprendre ça, et ensuite, pour des raisons qui lui sont propres, il a reculé et il a inventé la théorie du fantasme, qu'on connaît tous, avec l'Oedipe, avec en gros cette idée qu'en fait elle fantasme un rapport avec le père, tout ça. Il a complètement mis à la poubelle sa théorie basée sur la séduction, basée sur l'abus. Et non seulement il l'a mis à la poubelle, mais ensuite il a combattu toute personne qui essaierait de ramener sur le devant de la scène le fait qu'en fait les symptômes sont peut-être l'expression de traumatismes qui n'ont pas été entendus. Il a combattu ça. Alors qu'il s'avère que, enfin, à mon sens, c'est un fait, c'est une vérité indéniable. Donc voilà. Donc en fait, Freud a ouvert une porte et puis s'est empressé de la refermer à double tour. Et il a lui-même ajouté des verrous pour qu'on ne puisse pas ouvrir cette porte. Et Ferenczi, il était surnommé l'enfant terrible de la psychanalyse parce que lui, bah justement, cette porte, il voulait la rouvrir en disant mais s'il y a des symptômes, c'est certainement qu'il y a eu factuellement un trauma. Et je pense qu'il avait raison. Il a théorisé le principe d'introjection qui pour moi est fondamental dans le processus traumatique. L'introjection, ça consiste en quelque sorte en l'inverse de la projection. Dans la projection, je projette sur le monde et sur les personnes extérieures mes conflits inconscients. Dans l'introjection, je prends en moi des attributs et des fonctionnements venant de l'extérieur. Donc, je vais vous donner plus loin dans la vidéo des exemples concrets d'introjection qui sont issus de ma pratique de thérapeute. Pour que vous compreniez bien, et vous allez voir qu'avec les exemples, ça devient tout de suite très parlant, comment, quand on subit un traumatisme, il devient nous. Quelque part, nous devenons le traumatisme. Nous devenons... Il y a vraiment un phénomène, alors moi je parle même de carjacking, c'est-à-dire comme quand quelqu'un arrive et vole le véhicule de quelqu'un en mettant l'autre dehors. Il y a vraiment un phénomène comme ça. Muriel Salmona, elle parlerait de colonisation psychique. On pourrait parler même d'emprise du traumatisme. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un phénomène où, dans un traumatisme, l'événement traumatique vient littéralement prendre possession de l'espace psychique de la personne. Et j'en parlerai plus en détail, je vous montrerai comment ça se passe concrètement. Donc on va voir ensemble que lors d'un événement traumatique, les événements que je vous ai cités sont toujours présents. C'est le plan du processus traumatique. Donc tout commence par un trauma, c'est-à-dire un événement qui vient faire effraction dans la psyché. Pour moi, on parle de trauma et non d'épreuve s'il y a un événement qui va dépasser les capacités d'adaptation de l'organisme, ce qui va créer ce processus de sidération puis de dissociation. La sidération, j'en ai parlé en détail dans ma vidéo sur la sidération, donc je ne vais pas m'attarder ici dessus. Maintenant, on va vraiment parler de la dissociation, comment fonctionne la dissociation. Elle est en deux mouvements. D'une part, introjection de l'événement traumatique, introjection de l'agresseur si c'est un agresseur, mais ça peut être aussi un accident, ça peut être aussi un animal. D'ailleurs, vous verrez que je vais vous donner un exemple d'une personne traumatisée par un animal, et vous verrez que même dans ce cas-là, il y a introjection de l'animal. Et exil d'une part de soi, le tout créant une constellation de symptômes. Et on va voir que les symptômes sont le fruit d'un compromis entre cette part de soi qui s'est exilée et cette identification à l'agresseur. C'est comme s'il y avait un combat, une tension permanente entre deux forces, qui serait en quelque sorte la blessure qui n'a pas été entendue, l'être qu'on était au moment du trauma qui n'a pas pu être intégré, qui n'a pas pu être vécu, et le trauma en tant que tel, qui est devenu comme un esprit parasite et qui sidère les capacités d'intégration du système. Et il y a une sorte de lutte, de tension intérieure,
Et cette tension intérieure, elle crée une constellation de symptômes. En gros, j'ai 8 ans, je me fais agresser dans la rue, je suis traumatisé, je suis dissocié. Il y a une part de moi qui se retrouve à être identifiée à ce trauma, que je suis condamné à revivre sans cesse. Et il y a l'exil de l'enfant que j'étais au moment T où je me fais traumatiser, avec toutes les émotions et représentations non vécues, non élaborées que j'ai à ce moment-là, qui se retrouvent exilées. Il peut y avoir une réintégration si je parviens à reprendre contact avec cet enfant de 8 ans qui se fait agresser, à rentrer en contact avec sa blessure qui n'a pas été entendue, à élaborer avec lui sur ce qui s'est vécu. L'exilé psychique, c'est bien plus qu'une émotion. C'est ni plus ni moins que tout l'être que nous étions au moment du trauma. Et ça, vraiment, je voudrais le faire entendre parce que c'est quelque chose qu'on observe dans la pratique. Quand on arrive à rentrer en contact avec l'exilé psychique d'un patient, on le voit littéralement régresser. J'ai vu des femmes de 50 ans qui, sous mes yeux, changeaient de voix, changeaient de regard, et j'avais devant moi une petite fille de 6 ans. C'est-à-dire que j'avais devant moi une femme de 50 ans, mais j'étais en contact, et vraiment sur le plan émotionnel, sur le plan du langage corporel, sur le plan même, je dirais, de l'énergie que je ressentais, j'étais en contact avec une petite fille. Aussi, les symptômes sont l'expression tragique d'une blessure qui n'est pas entendue par la conscience. Et expression tragique de qui? D'un exilé psychique, de ce que j'appelle un exilé psychique. L'exilé psychique, c'est la personne que nous étions au moment du trauma. L'enfant de 8 ans qui se fait agresser dans la rue, il va se retrouver comme bloqué dans les couloirs du temps. Et l'enfant, on va dire réel, va continuer à se développer, va devenir un adulte, mais il aura au fond de lui cet enfant traumatisé de 8 ans qui n'a pas été entendu. Il aura cette blessure qui n'a jamais été vue, qui n'a jamais été contactée par la conscience. Même s'il y a souvenir de l'agression, il se peut qu'il y ait une partie de cette expérience qui ait été dissociée. Et donc ça crée un enfant qui est bloqué dans les couloirs du temps. Ça peut créer tout un tas de symptômes. 20 ans après, cette personne peut continuer à avoir des peurs, des comportements, des idées qui sont en lien avec des manies, par exemple, qui sont en lien avec cette agression subie à 8 ans. Ces comportements, ces symptômes vont nous permettre d'accéder à cet enfant qui n'a pas été entendu, qui n'a pas été consolé, qui n'a pas été reçu et qui n'a pas pu se faire une représentation concrète et cohérente de ce qu'il avait vécu. Cet enfant continuera à s'exprimer par des symptômes jusqu'à ce qu'il soit entendu et intégré par la conscience. Donc maintenant, pour vous parler un peu plus concrètement de la dissociation, je vais aborder des cas concrets qui sont tous issus de ma pratique de thérapeute. Alors depuis janvier, j'accompagne des gens en tant que thérapeute en individuel. Avant ça, j'ai animé des stages et j'ai aussi animé et encadré des groupes de parole sur les traumas, notamment sur les traumas sexuels. Le fait que je fasse de l'accompagnement individuel, c'est quelque chose qui n'était pas prévu. En fait, c'est ma chaîne YouTube qui a créé ça. C'est-à-dire que à travers mes vidéos YouTube, il y a des gens qui ont commencé spontanément à me demander de les accompagner. Et quand je dis des gens, c'est un certain nombre de personnes. Depuis janvier, c'est plus d'une vingtaine. Moi, j'ai vécu ça comme une grâce. J'ai vécu ça comme une grâce parce que c'était pas prévu. Le fait que spontanément des gens viennent te demander de les aider et viennent te confier leurs problématiques de vie les plus intimes et les plus difficiles, c'est pour moi une marque de confiance qui est extraordinaire. Et je peux que me sentir honoré et responsabilisé aussi de vivre ça. D'autant que, comme je vous le dis, je n'ai pas fait de démarchage. Je n'ai pas de carte de visite, je n'ai pas de site, je n'ai pas fait de demande sur les réseaux sociaux, je n'ai pas fait de... Enfin voilà, ça s'est fait tout seul. Ça s'est fait spontanément. Je vais commencer par vous donner le cas de Mireille, 42 ans, qui est maman d'une petite fille. Alors j'ai changé les noms des gens, leur âge, le contexte, j'ai changé plein de petits trucs, et pour pas qu'on puisse reconnaître évidemment de qui je parle. Donc Mireille a 42 ans, c'est la maman d'une petite fille. Quand elle avait 6 ans, et de façon répétée, Mireille a été abusée par son père, ce qui l'a sidérée et l'a dissociée. Une des premières choses, elle a très peu de souvenirs de son enfance. Donc il y a comme un espèce de brouillard, elle le décrit comme ça, dans sa mémoire. Alors ça c'est très intéressant,
et c'est aussi quelque chose qu'on retrouve souvent. Une difficulté d'accès à la mémoire qui peut être une expression traumatique, mais pas que. Mais voilà. La petite fille donc, de 6 ans, elle va devenir ce que j'appelle un exilé psychique. Donc ces processus émotionnels sont mis en stase, elle ne peut pas pleurer, pas s'indigner, elle ne peut pas construire une représentation cohérente de ce qu'elle a vécu, elle n'est pas non plus en lien avec la gravité de ce qu'elle a vécu, et elle se demande est-ce que tout ça est bien réel. D'ailleurs, en fait, quand Mireille est venue me voir, elle m'exprimait donc tout un tas de symptômes et tout un tas de souvenirs flous, un peu vagues, et elle ne savait pas vraiment si c'était réel ou si elle l'avait imaginé. Enfin, il y avait vraiment un trouble comme ça, une confusion mentale très forte. Et donc on observe là qu'une partie du souvenir est occultée et qu'il reste seulement des impressions floues qui semblent imaginaires et incohérentes. Ça c'est typique chez les victimes d'abus. Et ça rend difficile le diagnostic, autant par les psys que par la justice. Parce qu'on est face à quelqu'un qui est confus, qui a des souvenirs troubles, mais qui ne sait pas si c'est vrai, si c'est dans sa tête, qui est aussi très prompte à reculer. Tu vois, si la personne voit qu'on doute, qu'on ne la croit pas, elle peut très vite reculer parce qu'elle-même, elle n'est pas sûre. Elle n'est pas du tout solide sur ses appuis dans ce qu'elle dénonce. Donc non seulement il y a ce mouvement qui fait que la mémoire est occultée, que l'émotion est anesthésiée, il y a aussi une partie de l'inviolence et des intentions et émotions de l'agresseur qui est absorbée par la psyché. Et dans le cas de Mireille, ça va entraîner des symptômes qui seront toujours en lien direct avec ce qui s'est vécu. Par exemple, dans sa vie, elle va se remettre de façon répétée en situation d'abus. Ça aussi, c'est hyper classique. Elle aura une attirance compulsive pour les situations à risque et les hommes abusifs. D'ailleurs, je dirais que ces personnes sont des radars. C'est impressionnant. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui sont sur un schéma d'abus comme ça, qui vont systématiquement tomber amoureux de pervers. Tu leur présentes 20 mecs, elles vont en choisir un, ça sera celui qui a un schéma pervers. Et c'est triste, c'est tragique. Mais vraiment, ce sont des radars. Ça montre aussi la puissance de l'inconscient qui va véritablement sélectionner des individus qui vont lui permettre de remettre en jeu des traumas. Alors, Mireille, elle souffre aussi d'une haine d'elle-même et de fantasmes étranges et violents. À chaque fois qu'elle ressent du désir sexuel, elle se sent comme un fantôme à côté de son corps. C'est un marqueur qui est extrêmement alertant. En fait, quand Mireille ressent du désir sexuel pour quelqu'un ou que quelqu'un ressent du désir sexuel pour elle, elle est automatiquement dissociée. Lors de son accouchement, Mireille elle va souffrir d'une dépression postpartum. Et ensuite, dans les années qui vont suivre, elle va souffrir de ce qu'on appelle une phobie d'impulsion. La phobie d'impulsion, c'est le fait d'avoir peur de faire quelque chose. Alors elle aura peur de violer sa fille. C'est d'ailleurs la principale raison qui va l'amener à consulter, c'est qu'elle a une phobie d'impulsion pour sa petite fille. Elle a peur de violer sa fille. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va d'abord rencontrer un psy qui se base sur des thèses freudiennes et qui va lui expliquer qu'en fait, c'est l'expression d'un désir inconscient qui est posé sur l'enfant. Alors je ne sais pas exactement ce qu'il lui a dit, du coup, et que ça a même encore plus empiré sa honte et sa difficulté à voir clair en elle-même. Donc du coup, elle a décidé de chercher un autre psy. Donc finalement, elle se retrouve à tomber sur une de mes vidéos et à me demander de l'accompagner. Donc on discute ensemble. Alors moi déjà, la première chose qui me saute aux yeux, c'est que la phobie d'impulsion qu'elle a, c'est tout simplement la mémoire d'une intention qui a été déposée en elle. Et qui a été déposée en elle exactement aux mêmes âges que l'âge de sa fille quand elle projette ce désir de viol qui la terrorise. C'est en aucun cas un fantasme, c'est une mémoire, et c'est cette fameuse introjection. C'est la mémoire de l'agression qu'elle a subie. C'est la mémoire de l'intention, c'est l'identification à l'agresseur qui s'exprime. Et c'est pour ça qu'elle qu'elle a des pensées de viol. En fait, ces pensées de viol ne lui appartiennent pas. Ça fait partie de cette introjection. Ça n'a rien à voir avec elle. Et non seulement ça n'a rien à voir avec qui elle est, mais c'est d'autant plus la preuve qu'elle est une victime, et non pas un monstre. Et elle continue à être une victime, puisqu'elle continue à être hantée par cette violence, qu'elle confond avec elle-même, parce qu'elle a été colonisée, parce que cette violence a pris possession d'elle.
Ici, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est de voir que la mémoire, elle est restituée quand il y a un contexte qui va rappeler tous les éléments qui permettent à cette mémoire de se restituer. Donc ici, le fait qu'elle soit elle-même maman d'une petite fille, ça réactive tous les souvenirs en lien avec son inceste. Et elle se retrouve quelque part à travers la petite fille qu'elle voit, elle voit la propre petite fille qu'elle a été, et toutes les mémoires en lien avec cette petite fille qu'elle a été se rejouent. Et c'est une opportunité. C'est une opportunité de guérison. Le lien avec son enfant, pour les personnes traumatisées, c'est une opportunité pour se réconcilier avec sa propre enfance. C'est aussi un risque, c'est une opportunité et un risque. C'est le risque de répéter, ou de faire l'inverse, mais ce qui correspond aussi à répéter d'une certaine façon. Mais c'est aussi l'opportunité d'aller retrouver l'enfant qu'on a été. Encore une fois, cette phobie d'impulsion, donc ce symptôme que présente Mireille d'avoir peur de violer sa fille, c'est pas un ennemi à combattre, c'est un allié à entendre. Ce symptôme nous raconte ce qu'elle a vécu. Ce symptôme nous révèle une histoire qui, si elle est entendue, si elle est pleinement reçue par la conscience, si elle est pleinement pleurée, ne va pas se répéter. Donc c'est très précieux. À savoir qu'elle a été violée enfant, que son esprit a occulté cet abus pour survivre au sein de sa famille et pour survivre en général. Et le symptôme témoigne de cette vérité que le corps a vécue et dont le corps se souvient très bien, qu'il est impossible à verbaliser. Mais le corps s'en souvient et il va l'exprimer par des symptômes. Un symptôme, ça vient du corps et le corps ne ment jamais. Quand on intègre ça, tous les symptômes, ils deviennent logiques et cohérents. Par exemple, le symptôme de Mireille en lien avec le désir sexuel, à savoir le fait de se dissocier lorsqu'elle éprouve du désir ou qu'un homme éprouve du désir pour elle, eh bien, ça devient tout à fait cohérent si on considère que, en fait, à chaque fois qu'elle éprouve du désir ou qu'on éprouve du désir pour elle, le processus de sidération, le souvenir de la première fois où elle était en contact avec le désir d'un homme, donc de l'abus, euh, euh, ce souvenir qui est hautement sidérant et qui a été perçu par le corps comme un danger de mort, se réactive à chaque fois qu'elle est dans une situation de désir. Dès qu'on se met d'accord pour comprendre qu'un symptôme, en fait, est l'expression balbutiante, tragique d'une mémoire qui n'a pas été entendue, tout devient beaucoup plus logique. Et c'est pareil pour ce qu'elle exprime au niveau de son symptôme de postpartum. Quand elle raconte que après son accouchement, elle a eu une dépression où elle avait l'impression de mourir et tout. En fait, la naissance de sa fille a remis en jeu les mémoires de sa propre enfance. Il faut savoir qu'un enfant abusé a le sentiment d'être tué. Et d'ailleurs, en vérité, c'est ce qui se passe. Parce que un abus sexuel, ce n'est pas de la sexualité, c'est de la violence. C'est de la violence. Et c'est vraiment important de comprendre ça. Un jour, on utilisera un autre mot. Parce que pour moi, ce n'est pas de la sexualité au sens de ce qui peut s'exprimer entre deux personnes qui s'aiment, ou à minima se désirent et sont d'accord. La sexualité d'abus est vraiment posée sur de la destruction et sur de l'appropriation des énergies de l'autre, comme un phénomène de phagocytage. Et le corps de l'enfant, et le corps ne ment jamais, le corps ne se trompe pas, il perçoit ça comme une tentative de meurtre. Vraiment inconsciemment, il perçoit ça comme ça, et dans les symboles qui vont se générer, dans les rêves qui peuvent arriver, ça sera présenté comme ça, comme un danger de mort. Et donc ce sentiment de mort, d'abus, en lien avec la vie, avec la naissance, avec l'enfance, il lui est violemment revenu en mémoire quand elle est elle-même devenue maman, quand elle a accouché. Il y a aussi autre chose, c'est qu'un enfant abusé, de par l'horreur de ce qu'il vit, il a très souvent envie de mourir. Et c'est des émotions qui sont surpuissantes et qui sont refoulées. Et bien évidemment, elles sont complètement sidérées, dissociées de la conscience. D'autant plus dans un cas incestueux. Et donc tout ce désir de mort, déjà qu'elle a reçu de l'autre et qu'elle a aussi ressenti enfant, a été réveillé par le fait qu'elle devienne elle-même maman. Alors, quand ma patiente, elle m'a confié tout ça, euh,
aucun moment je l'ai perçu comme coupable de ces symptômes, bien au contraire. Ces symptômes, ils m'ont raconté une histoire secrète et ils m'ont révélé à quel point elle était une victime. En réalisant la logique de tout ça et en acceptant d'accueillir le sentiment que le symptôme pointe du doigt, la blessure qu'il essaie de faire émerger, ma patiente, elle a beaucoup pleuré. Elle s'est sentie profondément soulagée parce qu'elle avait le sentiment d'être un monstre, d'être anormale et dangereuse. Et d'une certaine façon, c'est logique qu'elle se voie comme ça, parce que, évidemment, quand on a des pensées de viol, des pulsions comme ça, des envies de mourir inexpliquées, une confusion dans les souvenirs, on peut avoir l'impression d'être bancal, d'être dangereux, d'être honteuse, d'être malsaine, alors qu'en fait, c'est tout l'inverse. C'est juste c'est juste que son esprit, son cerveau a été littéralement bousillé par ce qu'elle a vécu. Et de fait, son système émotionnel est profondément morcelé, dissocié, et c'est très difficile pour elle de contacter ses évidences, de contacter ses émotions. Et c'est pour ça que ces gens-là ont besoin d'aide. Et la société a le devoir de les aider, et j'espère qu'un jour elle le fera correctement. Pour l'instant, c'est très loin d'être le cas. Alors, pendant la séance, moi aussi je pleurais, hein. Et pour moi, c'est pas un problème qu'un thérapeute pleure quand il écoute des choses abominables. C'est même tout à fait sain. Ça signifie que j'ai un système émotionnel qui fonctionne et que quand je suis face à des trucs horribles, je pleure, à des trucs indignants, je m'indigne. Et comme je suis capable de pleurer, ça permet aussi ça aide aussi l'autre à pleurer. Parce que les personnes sidérées ont un mal fou à contacter leurs émotions, leurs évidences, leurs douleurs en fait. Ce qui est intéressant dans l'histoire de Mireille, c'est qu'on voit que les symptômes sont en quelque sorte un langage crypté. Ils sont un compromis paradoxal que l'esprit fait entre la nécessité d'exprimer et de ressentir, et paradoxalement la nécessité vitale de ne surtout pas exprimer et de ne pas ressentir. En fait, un symptôme, c'est un cri étouffé. Un symptôme, c'est un appel au secours qu'il n'a pas le droit de se dire. Qu'il n'a pas le droit de se dire par loyauté, par nécessité vitale, parce que c'est trop dangereux, parce que c'est trop fort. Mais c'est un paradoxe entre deux mouvements comme ça. Un mouvement de surtout ne dis pas, ne ressens pas, et un mouvement de hurle, crie, il faut le faire. Et pour que ce paradoxe, cette tension cesse, par son empathie, le thérapeute va amplifier le signal qui n'arrive pas à être entendu par la conscience, jusqu'à réussir à péter les digues, les résistances, et que la victime puisse enfin pleurer. Parce qu'au final, il s'agit de ça. Il s'agit de réussir enfin à entendre des larmes qui n'ont jamais réussi à être versées quelque part. Pour moi, tout symptôme ramène à ça, ramène à une blessure qui n'a jamais pu être entendue. D'ailleurs, c'est très intéressant, une fois qu'elle a pu contacter ça, pu contacter la petite fille en elle, tout est devenu beaucoup plus clair, beaucoup plus limpide, et on a eu ensemble une communication qui était beaucoup moins confuse, et finalement il y a des faits très nets qui sont ressortis, et en fait elle s'en souvenait quelque part. Elle s'en souvenait, mais il y avait cette espèce de brouillard dans sa conscience. Et à partir du moment où on a commencé, où il y a eu ce basculement, tout est devenu beaucoup plus clair, beaucoup plus net. On peut voir dans cet exemple tout le processus que j'ai énoncé, c'est-à-dire sidération, dissociation, introjection de l'agresseur, exil psychique, et émergence d'une constellation de symptômes qui sont autant de fils d'Ariane qui nous permettent de retrouver l'événement qui s'est vécu et les émotions qui y sont liées. Je vais vous donner deux autres exemples. Un exemple de trauma qui a été causé par un animal, un chien agressif, et un dernier exemple qui a été causé par un trauma de naissance. C'était important pour moi de vous donner des exemples de plusieurs types de traumatismes pour que vous voyez qu'en fin de compte, le processus est toujours le même, qu'il s'agisse d'une agression, donc, comme dans le cas de Mireille, qu'il s'agisse d'un animal, comme dans le cas de Maud, ou qu'il s'agisse d'un trauma de naissance, donc un trauma plus contextuel, mais dans tous les cas, on retrouve le même processus. Alors, Maud, c'est pas son vrai prénom, encore une fois, j'ai tout changé, hein. J'étais pas encore psy au moment où j'ai accompagné Maud. En fait, à cette époque-là, j'étais étudiant en psychologie, et il se trouve que j'étais aussi pion. J'étais surveillant d'école. Et j'ai été un peu psy sans le savoir à l'époque parce que j'ai eu une réaction qui était juste, et encore aujourd'hui j'aurais la même réaction, et qui a permis
la levée d'un trauma et la levée de symptômes. Maud, elle était extrêmement agressive avec les autres. C'était une petite fille qui courait partout et qui mettait des coups de pied à tout le monde. En grognant, en ayant des attitudes un peu bizarres, elle faisait semblant d'être un petit monstre. À l'époque, elle devait avoir un truc genre 6 ans ou 7 ans. Et donc elle faisait semblant d'être un petit monstre et elle tapait tout le monde, voilà, en étant très colérique, et elle faisait un peu des mimiques animales, elle grognait, comme ça, et puis elle tapait les camarades, et elle me tapait aussi beaucoup, parce que, alors elle m'aimait bien, mais d'une façon un peu bizarre, elle me collait beaucoup, et puis elle me donnait des coups de pied dans les tibias en grognant. Elle cherchait souvent ma compagnie, même si c'était un peu agressif. Après, c'est une gamine, elle me faisait pas mal, mais elle me donnait des petits coups de pied tout le temps, elle était tout le temps dans cette espèce de tension. Et puis il y avait des moments aussi où elle se renfrognait, où elle devenait très insécure, et là elle parlait plus, voilà. Donc elle alternait entre des phases comme ça, donc soit un peu recroquevillée, soit énervée, à mettre des petits coups de pied à tout le monde. Un jour aussi, elle me regarde comme ça et elle me dit je voudrais que tu n'existes pas. Donc voilà, alors j'étais pas thérapeute à l'époque, mais j'ai fait une licence de psycho, puis après j'ai fait de l'art. Euh, mais j'étais déjà passionné par ces sujets et j'ai deviné que quand elle me disait je voudrais que tu n'existes pas, euh, j'ai deviné que d'une certaine façon elle s'adressait à elle-même. Je devinais vaguement que ça pouvait traduire une culpabilité ou quelque chose qu'on lui avait dit, enfin tu vois, je devinais qu'il y avait un truc. Et à un moment donné, il s'est passé un événement très intéressant parce que ce dont je vous parle, ça s'écoule sur plusieurs mois, hein. Et Maud, elle s'est retrouvée à attaquer un petit garçon. Et à un moment donné, le petit garçon, il s'est mis à faire exactement comme elle. C'est-à-dire qu'il s'est mis à grogner et à lui donner des coups dans les tibias, exactement comme elle. Et il n'arrêtait pas de la poursuivre, elle précisément. C'était un peu comme un retour de karma, tu vois, quelque part. Elle se retrouvait face à son miroir, quoi. Un gamin qui faisait comme elle, qui faisait le monstre et qui l'a tapé. Et c'est intéressant, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a fait une crise d'angoisse. Et là, elle a couru vers moi pour que je la protège. Et elle était vraiment dans un état vraiment second. Enfin, c'était très fort pour elle. Et elle me disait, mais qu'est-ce qu'il a, lui? C'est un chien, ce gamin, c'est un chien. Et elle répétait cette phrase un peu énigmatique. Elle disait que le gamin était un chien. Et là, j'ai eu une réaction où j'ai été psy, sans le savoir à l'époque. Euh, je me suis mis exactement à la hauteur de Maud. Et puis, je lui ai dit, pourquoi c'est un chien? Qu'est-ce qu'il y a avec un chien, Maud? Là, j'ai vraiment eu une réaction de psy parce que j'ai pas cherché à la normaliser quand elle a dit que ce gamin était un chien. J'ai pas cherché à lui dire mais non, c'est pas un chien, qu'est-ce que tu racontes? Ni à l'engueuler ou à l'éduquer. J'ai pas non plus cherché à éluder les choses, mais j'ai saisi ce qu'elle disait comme un signifiant et j'ai cherché à comprendre pourquoi elle le voyait comme un chien. Et ça, c'est aujourd'hui quelque chose que je fais tout le temps en fait. C'est-à-dire que je ne juge pas, je ne combats pas le symptôme, mais j'essaye au contraire euh, de le comprendre, de le creuser, de le prendre comme une pertinence qui essaye de s'exprimer. Et donc, quand je lui ai demandé qu'est-ce qu'il y a avec un chien, Maud, pourquoi c'est un chien, qu'est-ce qu'il y a avec un chien, la gamine, elle a littéralement fondu en larmes, elle s'est mise à pleurer à gros bouillons, et elle m'a raconté qu'un jour au parc, elle faisait du vélo avec sa mère, et puis un chien l'a poursuivie, un gros chien apparemment, et qu'il avait l'air très agressif. Évidemment, elle a été terrorisée, parce que c'est une toute petite fille, donc elle a dû voir un gros molosse qui lui court après. Elle a couru vers sa mère, elle a sauté sur sa maman est tombée de son vélo, s'est fait mal, donc tout le monde a engueulé ensuite la gamine parce qu'elle a blessé sa maman sans faire exprès. Tellement d'ailleurs que apparemment la maman elle a dû faire de l'ostéopathie parce qu'en gros quand Maud a sauté sur le vélo de sa mère, sa maman s'est un petit peu blessée. Et en fait tout cet événement, le gros chien, la terreur, le fait de sauter sur maman, de blesser maman, tout ça, ça a provoqué quelque chose qui a été traumatisant en fait pour la gamine. Et, euh, et du coup, bah là, ça sortait en fait. Ça sortait. Et donc, à ce moment-là, je lui ai dit, bah écoute, Maud, tu as eu peur, tu voulais qu'on te protège, et tu te sens très coupable parce que ta maman est tombée. C'est pas ta faute ce qui s'est passé.
et tu as eu peur, tu as cru que le chien allait t'attaquer, peut-être te manger, te tuer, te faire mal. Ben voilà. Donc en gros, j'ai validé ce que ressentait Maud, et du coup elle a pu pleurer et se faire consoler, quoi. Et puis surtout elle a pu pleurer, quoi. Ce qui est intéressant, c'est qu'après cet événement, elle n'a plus jamais refait le monstre. Elle a arrêté de taper ce qu'elle faisait tout le temps avant, de courir après les gens en grognant et en leur donnant des coups de pied dans les tibias. Elle a arrêté de le faire. À partir du moment où il y a eu cet événement, où il y a quelqu'un où il y a eu ce petit garçon qui l'a poursuivi en faisant le monstre, et où elle l'a pleuré, et où elle m'a exprimé cette histoire de chien, de maman qui est tombée, d'ostéopathie, tout ça. Et bien, à partir du moment où elle a pu pleurer tout ça, et pour elle c'était fort, elle pleurait à gros bouillon pendant 10 minutes. Hein. C'était un truc, pour elle c'était un événement très grave. Et à partir du moment où elle a pu pleurer tout ça, en parler à un adulte bienveillant, elle n'a plus jamais re-eu ce comportement. Ce comportement où en fait elle faisait le chien. Parce qu'en fait, c'était encore une introjection. Elle s'est identifiée à cet événement traumatique et à ce chien qui surgit comme ça et qui lui court après et au fait ensuite de blesser sa mère, d'être coupable, de ne pas vouloir exister, parce que ça c'était tout simplement l'expression de sa culpabilité qu'elle projetait sur moi, tout comme elle projetait aussi le chien sur les autres, c'est pour ça qu'elle tapait tout le monde. Et d'une certaine façon, de même, elle s'est identifiée à l'agression. Elle est devenue le trauma, elle est devenue ce méchant chien. Et, et c'est pour ça qu'elle était tendue comme ça, agressive, à faire le monstre. C'est parce qu'elle avait introjecté cet événement traumatique. Vous comprenez? Alors je ne sais pas si c'est très clair, j'essaye de rendre le truc le plus clair possible. Si jamais c'est pas clair, vous me posez des questions dans les commentaires et j'essaierai de clarifier. Donc encore une fois, on retrouve dans cette petite histoire tout ce dont je vous ai parlé. C'est comme si on voit que Maud, elle a introjecté le chien menaçant, elle s'est comportée elle-même comme une sorte de petit monstre grognant, très agressif, et elle a dissocié ses émotions, les véritables émotions qu'elle avait au moment du trauma, c'est-à-dire la terreur, la culpabilité, les larmes, j'ai fait mal à maman, le chien va me tuer, je suis mauvaise, enfin bon, tout ça. Elle a dissocié tout ça et à la place, le traumatisme a pris la place dans son esprit. Donc ce méchant chien, tu vois. Je vais finir cet exposé sur la dissociation par le cas de Georges. Cas de Georges qui lui a eu un trauma de naissance. Donc en fait, Georges, il vient me voir parce qu'il n'arrive pas à avancer dans sa vie, tous les projets qu'il commence, il n'arrive pas à les finir, et il est accroché à sa mère. Et en gros, il est bloqué dans sa vie, et il n'arrive pas à quitter maman, il n'arrive pas à être autonome, il n'arrive pas à être indépendant. Et alors c'est assez intéressant parce que en fait, quand il est loin de maman, il est angoissé pour elle. Donc il perçoit que dans le fait qu'il n'arrive pas à être autonome, il y a aussi quelque chose par rapport à sa maman. Il est angoissé de la quitter quelque part. Au cours de la discussion, plusieurs indices m'ont fait penser que ça pouvait se ramener à un trauma de naissance. Et du coup, ce que je lui ai demandé de me raconter son accouchement. Et c'était très intéressant parce que durant l'accouchement de Georges, en fait, sa maman a manqué de mourir. Et donc l'accouchement s'est mal passé, elle a failli mourir, bon finalement ça s'est fait, mais au cours du processus il y a eu cette panique, ce truc de je vais peut-être mourir, bon voilà. Ce que j'ai proposé à Georges quand il m'a parlé de ça, c'est d'aller parler avec le tout petit bébé qui était Georges. donc de faire un espèce de dialogue intérieur avec... Je rigole un peu parce qu'en fait, quand je lui ai parlé de ça, il n'était pas du tout OK sur le coup, sur le fait de parler avec bébé Georges, quoi. Donc il était en résistance par rapport à ça, mais je lui ai dit... Enfin, j'étais un peu insistant, je voulais qu'on essaye et tout. Bon, finalement, il était... Oui, mais non, c'est un peu ridicule de faire ça. Bon, d'accord, je vais parler à moi, bébé, et tout. Bon, voilà. Et puis on a discuté avec ce bébé, et en discutant avec ce bébé, je me retrouve face à un être terrorisé, extrêmement angoissé, et qui veut à tout prix rester près de maman,
il a vraiment peur de sortir. Et la phrase qui m'est venue, c'était si je sors, tu meurs. Et ça, c'était l'information qui m'est venue par rapport à ce petit bébé qui veut pas sortir et sa mère manque de mourir et ils sont obligés de forcer le truc et tout. Et quand je lui ai dit cette phrase, que le petit bébé, en fait, ce qu'il avait à dire, c'était ça, c'était si je sors, tu meurs. Et bien à ce moment-là, Georges il se met à fondre en larmes et en fait, il réalise que à 30 ans passés aujourd'hui, hein, il est encore posé là-dessus. Il est encore posé sur si je sors, tu meurs. Et donc il ne peut pas quitter sa mère, il est obligé de rester dans le giron de sa mère à cause de ce trauma de naissance où en fait il a eu l'impression que s'il sortait d'elle, il la tuait. Un bébé est intelligent et conscient. Il n'est pas intelligent au même sens que nous sommes intelligents, dans le sens qu'il n'a pas une carte d'identité, il ne fait pas des maths, mais un bébé a une forme de conscience et d'intelligence. Un fœtus a une forme de conscience et d'intelligence, on en reparlera. Et il capte ce qui se passe et il fait des choix en fonction de ce qui se passe. Il fait des choix archaïques, des choix de corps. C'est pas une intelligence comme nous on la pense, mais il a une forme d'intelligence. Et donc le bébé qui était Georges a capté qu'il y avait un danger dans l'accouchement, dans le fait de sortir de maman, et il a capté que ça pouvait mettre maman en danger. Et donc du coup, bah, dans une logique généreuse et bienveillante envers sa maman de bébé, ce bébé a dit bah, je sors pas, puisque si je sors, je te tue. Bah, je sors pas. Et du coup, ils ont forcé la sortie, mais cette mémoire, elle est restée dans l'adulte, dans Georges, et elle continuait à le guider inconsciemment. Donc je ne sors pas de maman, donc je continue à vivre avec maman à 30 ans, je fais Tanguy, quoi. Je reste avec maman pour l'éternité dans son appartement. L'appartement qui est l'extension du ventre, hein. Bon, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où il a pu contacter ça, parler avec ce bébé intérieur, qui est devenu un exilé aussi, hein. Ce bébé, au moment du trauma de naissance, il est devenu un exilé. Et il a intégré tout cet événement, le fait de ne pas pouvoir sortir, que ça allait tuer maman, il a intégré tout ça. On retrouve toujours les mêmes schémas, hein. Et suite à ce suivi que j'ai eu avec Georges, qui a été très court, hein, on a fait 3 séances, eh bien, il a pu se détacher davantage de sa mère, et il a même pu trouver un appartement et réaliser des projets. En tout cas, ce blocage, qui était le blocage initial pour lequel il venait me voir, j'arrive pas à quitter maman, eh bien, ça s'est débloqué très très vite. La réponse, elle est venue au bout de 2 séances. Et à la 3e, il était déjà en train de partir de chez maman. Et puis après, bah, je l'ai plus revu. et, et voilà. Et c'était pour le coup assez simple. Mais donc, on voit dans tous les exemples que je vous ai donnés, toujours ce même schéma. Et on observe aussi qu'à chaque fois, les symptômes nous ramènent à du factuel. Ils nous ramènent à un fait, à un événement qui n'a pas été correctement intégré, pas correctement vécu, pas correctement dépassé aussi. Et le symptôme, il nous ramène toujours à ça. Et quand on arrive à contacter cet événement, et l'exilé qui est relié, donc la personne qu'on était à ce moment, qui a été virée de la conscience, qu'on arrive à entendre ce que l'exilé a à nous dire, ses larmes et ses représentations, parfois ses choix aussi, comme dans le cas de Georges, où il a choisi de ne plus sortir pour protéger maman. Ça, c'était hyper important d'ailleurs dans le cas de Georges, de recontacter ce choix. C'est ça qui l'a fait pleurer et qui a provoqué tout le process qui a fait qu'il a pu ensuite quitter maman. Il fallait qu'il se rappelle qu'il avait choisi de rester auprès d'elle. Et qu'il arrive à pleurer ça et à réaliser, bon en fait c'est bon, c'était juste une peur de bébé, reliée à un événement, mais c'est plus la peine qu'aujourd'hui, à 30 ans, je reste près d'elle et je peux sortir sans la tuer. Voilà. Et on voit qu'à partir du moment où il contacte ça, le symptôme disparaît. Et c'est toujours comme ça en fait. Le symptôme, c'est une tentative tragique, balbutiante, de faire entendre une blessure qui n'a pas été entendue. Donc merci d'avoir regardé ma vidéo sur la dissociation, j'espère que ça a rendu les choses un peu plus claires pour vous. N'hésitez pas hein, si vous avez des remarques ou des questions. Si vous aimez mon travail, vous pouvez vous abonner, laisser un pouce bleu, commenter la vidéo. Ça aide ma chaîne YouTube à se développer, vous savez, ça aide l'algorithme
à mettre en valeur ma chaîne. Plus vous mettez de commentaires, plus vous laissez des likes sur les vidéos, plus vous vous abonnez, et bien plus ma chaîne elle est mise en avant. Et donc ça m'aide à diffuser mon travail. Donc si vous aimez ce que je fais, c'est une bonne façon de me rendre un peu ce que vous avez le sentiment de recevoir. Et voilà, bon voilà, ça m'aide quoi. Voilà. Donc si vous avez des demandes d'ordre professionnel, consultation, conférences, partenariat, tout ça, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail, elle s'affiche sur l'écran et elle sera aussi dans la description vidéo. Et voilà, si vous avez une demande d'ordre pro. Je vous remercie beaucoup, bonne journée et à la prochaine.